Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de l'ECC et les aumôneries universitaires protestantes du Congo de m'inviter à prendre la parole dans le cadre de cette journée de réflexion sur le rapport Église-État à l'occasion de la 3e édition de la tribune citoyenne dénommée « L'Église s'élève, la nation se relève » qui se tient en ces jours de la proclamation de l'indépendance de notre pays. Il nous a été demandé de vous parler des divers enjeux de la paix et proposer des pistes et des solutions durables pour sortir les pays de sa crise existentielle. Car nous en sommes tous conscients, la situation est extrêmement critique et la nation est en danger. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout de revenir avec vous en arrière dans les temps pour mieux cerner les enjeux aujourd'hui et les pistes pour demain. Depuis le congrès de Berlin en 1885, où les puissances de l'époque se sont partagées l'Afrique en consacrant le roi de Belge Léopold II comme souverain et propriétaire de facto du Congo, appelé alors l'État indépendant du Congo, la population congolaise est entrée dans une véritable tragédie humaine et est confrontée à un scandale permanent et sans précédent. En effet, fin 19e siècle, le monde dit civilisé connaît une véritable révolution industrielle apportant progrès et confort aux uns, mais le cœur de l'Afrique est lui mis à sang, soumis à l'esclavage et au travail forcé pour faire main basse sur ses ressources et répondre aux besoins en matière première tels que le caoutchouc, ivoire, cuivre, diamant, or et j'en passe. Ce système de prédation brutale des richesses naturelles et minières par les souverains belges va être à l'origine d'un grave déclin démographique au Congo. On ne parlera pas aujourd'hui de main coupée avec toutes les conséquences. Le Congo devenu une colonie sous l'administration de l'État belge, les Congolais continuent de subir un système d'exploitation basé sur la discrimination, les abus et la violence institutionnalisée. Durant cette époque qui englobe les 2 guerres mondiales, les ressources stratégiques du sous-sol congolais continueront de jouer un rôle clé et le Congo répond toujours présent aux besoins de l'Occident. Malheureusement, les Congolais toujours absents aux grands défis géopolitiques et stratégiques. Le cuivre est un élément indispensable de l'industrie de l'armement et l'uranium utilisé dans les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki provenait de la province du Katanga, contribuant ainsi à mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale et à ouvrir la voie à l'ère nucléaire. Mesdames et messieurs, l'esprit de Patrice Lumumba de bâtir un pays plus beau qu'avant dans la paix et les aspirations de la population congolaise à construire un pays indépendant et une démocratie souveraine n'auront enfin de compte durer que l'espace de quelques jours, du 30 juin au 17 juillet 1960. Ensuite, les affrontements entre puissances, la logique des rivalités et l'essor du monde bipolaire durant la guerre froide ont largement contribué à faire du maréchal Mobutu le nouvel homme fort du pays pendant plus de 30 ans.
si l'on doit lui reconnaître le mérite d'avoir façonné la myriade de peuples vivant en République démocratique du Congo, puis au Zaïre, en une véritable nation, son héritage est aussi intimement lié au mode de pouvoir, souvent appelé la kleptocratie, ou la forme de gouvernement fondée sur la corruption. À ces jours, plusieurs gouvernants congolais ne se sont pas affranchis de ces systèmes de prédation généralisés qui caractérisent la gestion des affaires publiques et minent toute crédibilité dans nos institutions, plongent l'écrasante majorité de la population dans la pauvreté et empêchent toute perspective sérieuse de développement économique et social. Alors que la chute du mur de Berlin laissait augurer un nouvel ordre mondial, plus pacifique grâce à un nouvel essor du multilatéralisme, la fin du régime de Mobutu sera l'œuvre de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Mais en fait, quelle libération? Une coalition téléguidée par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, eux-mêmes proxy des grandes puissances, avaient mis en œuvre la politique de New Scramble for Africa, qui a plongé dans les années 90 les Zaïre puis la République démocratique du Congo dans un véritable chaos organisé. Ce chaos sert à créer un environnement propice pour alimenter les besoins des multinationales et de l'économie mondiale à l'ère de la révolution de la nouvelle technologie de la communication. En effet, l'étain, le tungstène et le tantal, le 3TS, dont une grande majorité des réserves mondiales se trouvent à l'est de notre pays, sont des composants stratégiques des smartphones, des ordinateurs et autres gadgets électroniques qui sont devenus aujourd'hui indispensables dans la vie de tous les jours. Le contrôle de ces 3 TS est devenu intimement lié aux conflits internationaux et internationalisés qui perdurent depuis presque 30 ans avec des conséquences dramatiques pour notre population. Des millions de morts, des personnes déplacées et des femmes violées. Mesdames et messieurs, pour obtenir à bas prix les matières premières dont regorgent les sous-sols de la partie orientale de la RDC, les régimes de Kigali et de Kampala, qui jouent un rôle clé dans cette économie de guerre et dans le pillage et l'exportation des minerais de sang vers le marché mondial, ont reçu jusqu'à aujourd'hui un véritable permis de tuer de la communauté internationale. Nos soi-disant dirigeants qui ne pensent qu'à se remplir les poches et le ventre et confondent malheureusement toujours leurs intérêts personnels et les biens communs, ne sont en rien redevables de leurs actions ou de leur inaction devant le peuple, car la démocratie n'est qu'une façade et les élections tenues à intervalles non périodiques, une véritable mascarade. Dans le contexte de la globalisation de l'économie, où l'Occident ne domine plus le monde, une élite cupide, corrompue et déconnectée du peuple poursuit le bradage des ressources naturelles et minières du pays, principalement à la Chine, dont la puissance économique et militaire lui permet d'opérer en Afrique en général et en RDC en particulier comme une véritable force néocoloniale. Et si je souligne, ça sera une honte pour les générations à venir si on va être recolonisé pour la 3e fois. Alors que les pays économiquement avancés planifient la décarbonisation de leur économie pour enrayer la crise climatique et que l'Union européenne
a fixé l'année 2035 pour passer au tout électrique, la RDC est à nouveau un pays solution. Cette fois de la transition énergétique est dite verte. En effet, place sera bientôt entièrement faite aux voitures électriques et chacun sait que la construction des batteries est donc devenue un enjeu géostratégique de premier plan pour l'économie mondiale et que les deux principales matières premières sur lesquelles compte le monde développé pour faire fonctionner ces nouvelles voitures, à savoir le lithium et le cobalt, se retrouvent en abondance en République démocratique du Congo. Il devient donc urgent de nouer un partenariat gagnant-gagnant, d'assurer un commerce transparent et responsable des minéraux et de garantir que leur approvisionnement ne soit pas lié au conflit, au travail des enfants, aux violences faites aux femmes et à la destruction du riche écosystème congolais. Mesdames et messieurs, nous sommes donc amenés à faire ce constat amer. Le Congo a été et est toujours l'objet de tous les appétits depuis 150 ans. Beaucoup d'intérêts sont en jeu pour faire main basse sur les ressources naturelles et les minéraux stratégiques du Congo. Et beaucoup d'États et des multinationales gagnent au maintien de l'instabilité et du chaos organisé pour piller les pays. La énième agression de la coalition M23 RDF depuis novembre 2021 s'inscrit dans cette même optique. La responsabilité est partagée car nos autorités cupides et corrompues œuvrent de concert avec les seigneurs de guerre qui s'enrichissent de ce commerce de sang, tout en procédant à une instrumentalisation tribale très dangereuse qui met en péril la cohésion nationale déjà fragilisée par des décennies de violences armées. Ainsi, 63 ans après l'indépendance, notre pays ne peut toujours pas être considéré comme un État réellement indépendant et souverain. Les déclarations récentes de certains présidents et responsables sécuritaires de l'EAC sur différents médias sont choquantes et humiliantes et s'apparentent à une nouvelle forme de néocolonialisme africain sur d'autres Africains. Comme l'a souligné le pape François lors de son récent séjour à Kinshasa, après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ces pays largement pillés ne parviennent donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que le fruit de sa terre le rende étranger à ses habitants. Je ferme la parenthèse. Face à cette tragédie et ces scandales qui durent depuis presque 150 ans, il est plus que temps de réagir. Mesdames et messieurs, il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Surtout quand c'est pour aller dans la bonne direction. Le temps est venu de parler du relèvement de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de fatalité. L'histoire est faite de cycles et nous apprend qu'il y a toujours un rebond après le creux de la vague. Quelles sont les solutions durables à cette crise multiforme? Elles passeront en priorité par le développement d'un leadership congolais fort pour modifier la dynamique géopolitique. Deuxièmement,
le renforcement d'une cohésion nationale. Troisièmement, la restauration de la sécurité. Quatrièmement, la mise en œuvre de la justice transitionnelle et l'instauration de l'état de droit. Et enfin, une alternance démocratique par des élections crédibles, transparentes et apaisées. Premièrement, développer un leadership congolais fort pour modifier la dynamique géopolitique. Nous l'avons vu dans notre introduction, le jeu de puissance instrumentalise les pays voisins de la RDC pour s'accaparer à bas prix nos ressources naturelles et minières, tout en maintenant l'État congolais en faillite. Cet état des lieux ne pourra changer du jour au lendemain, mais nous sommes convaincus que l'émergence d'un leadership congolais à la tête du pays, qui imposerait le respect à ses partenaires, peut changer la donne. Il appartient au peuple congolais de se doter de ce leadership fort. Si l'État congolais déploie son autorité sur l'ensemble du territoire national, il sera en mesure de protéger ses frontières et la population et d'assurer la souveraineté sur ses ressources naturelles. Si un état de droit fonctionnel garantit tant la sécurité physique que juridique, les investisseurs et les marchés ne devront plus passer par les intermédiaires, comme ça se fait aujourd'hui, passer par les pays voisins criminels pour s'approvisionner en fait en matières premières stratégiques indispensables pour l'économie mondiale, ces matières qui sont chez nous. Deuxièmement, renforcer la cohésion nationale. Pour renforcer la cohésion nationale, il faudra créer les conditions d'une société inclusive dans laquelle sont garantis les droits, l'intégrité et la dignité de chaque citoyen. Que chaque citoyen se sente chez lui au Congo. Et nous devons introduire la notion du genre dans cette intégration. Il sera aussi primordial d'assurer l'égalité des chances pour tous et en fait que les territoires moins nantis puissent être supportés par les autres territoires plus riches. En outre, la liberté de mouvement et l'implantation de tout citoyen et de leurs projets d'investissement à n'importe quel endroit du territoire national est une condition indispensable pour le relèvement de la nation. Enfin, il est temps de développer et transmettre un récit historique et des résistances communs. Nous devons absolument avoir un récit qui nous unit tous. Le troisième point, c'est la restauration de la sécurité. Il faut impérativement restaurer la sécurité et changer les rapports de force avec les pays voisins. Pour ce faire, il y a urgence à déployer pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. À ce jour, outre la force multilatérale composée par les casques bleus opérant sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, un état de siège a été décrété depuis plus de 2 ans et a déjà été renouvelé presque 50 fois dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et les autorités congolaises ont multiplié les partenariats militaires, d'abord avec l'Ouganda et le Burundi, et plus récemment avec la nouvelle force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de Nairobi. Pourtant, l'insécurité est croissante à l'est du pays et le nombre de civils tués par les groupes armés s'est accru. Et aujourd'hui, on observe l'extension de ce conflit armé vers l'ouest du pays. Les récentes initiatives ayant conduit à des accords de coopération militaire tant bilatérale que régionale
illustre non seulement l'échec de l'état de siège, mais aussi que les autorités de la RDC poursuivent une politique d'externalisation de la sécurité nationale à des forces étrangères, entraînant une surmilitarisation très inquiétante de la région. Nous avons alerté à diverses reprises l'opinion tant nationale qu'internationale sur les dangers de recourir à cette stratégie des pyromanes pompiers, car chacun le sait. La majorité des pays voisins de la République démocratique du Congo et membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui ont déployé leurs troupes sur les territoires congolais sont des acteurs clés de la déstabilisation, des cycles de violence et du pillage des ressources naturelles de l'Est du Congo depuis 25 ans. En outre, il est déjà établi dans diverses études que les États membres de la force régionale de l'EAC sont bien plus motivés par des intérêts économiques, commerciaux et géopolitiques que par la neutralisation des groupes armés et la protection des civils. Mesdames et messieurs, il devient donc urgent pour les autorités congolaises de revoir la gouvernance sécuritaire et la diplomatie régionale. Nous sommes convaincus que seule une profonde réforme des forces armées de la République démocratique du Congo pourra contribuer à la sécurisation et à la pacification de l'Est du pays. Cette réforme du secteur de la sécurité devra assainir l'armée, la police et les services de renseignement par un processus de vetting et une réelle volonté politique, et des moyens conséquents devront être alloués pour que les pays se dotent enfin des services de sécurité professionnels, opérationnels et respectueux des droits internationaux humanitaires et des droits humains. Il s'agit d'une condition sine qua non pour que les forces de défense et de sécurité congolaises puissent exercer efficacement leurs fonctions régaliennes, déployer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, protéger les civils, défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. En outre, il s'agit d'une mesure de premier plan pour prévenir la répétition des atrocités dont nos compatriotes sont victimes chaque jour depuis des décennies. Le quatrième point, c'est l'impératif de la justice. Face à l'échec patent de toutes les tentatives de solutions politiques et sécuritaires, il faut mettre fin à la culture de l'impunité qui alimente la récurrence des conflits et mine la confiance des citoyens dans ces institutions. Nous pouvons continuer de fermer les yeux sur les atrocités commises en République démocratique du Congo depuis plus d'un quart de siècle. Le temps est venu de mettre en avant les interconnexions étroites existant entre la prévention des conflits, la justice transitionnelle et l'instauration de la paix. Toutes les échelles de responsabilité, qu'elles soient nationales, régionales ou internationales, doivent être établies. La justice est la pièce manquante du puzzle en RDC pour briser les cercles vicieux de la violence et de l'impunité. Il n'y aura pas de paix durable sans la justice, sans réparation, sans la vérité et bien sûr sans des réformes institutionnelles visant à la non-répétition des crimes les plus graves. Tel est le sens de nos efforts de plaidoyer auprès des autorités congolaises et des partenaires internationaux, régionaux et bilatéraux pour l'adoption d'une stratégie nationale holistique de justice transitionnelle en République démocratique du Congo, qui devra tenir compte de la dimension internationale des conflits et de l'interventionnisme de nombreux pays tiers dans les conflits qui déstabilisent notre pays depuis 30 ans. Cet impératif de rendre la justice pour les crimes du passé et du présent est non seulement une condition préalable
à la réconciliation et à la coexistence pacifique en RDC et dans la région des Grands Lacs, mais aussi un moyen privilégié pour consolider l'état des droits, condition indispensable pour assurer une bonne gouvernance, lutter contre la corruption endémique qui détruit en fait notre pays comme un cancer et créer un cadre propice aux investissements. Il est également impératif que l'utilisation par le pouvoir des institutions telles que l'appareil judiciaire pour des règlements de comptes politiques soit bannie des pratiques quotidiennes. La justice doit rester une institution indépendante. Le cinquième point, c'est l'alternance démocratique par des élections crédibles. La nation se rapproche à grands pas de son 4e cycle électoral, de son histoire récente, pour de nouvelles élections générales, avec la tenue des scrutins présidentiels législatifs, provinciaux et locaux en décembre cette année. Il est crucial de sortir des crises de légitimité à répétition à la base des cycles de violence et d'instabilité politique et sécuritaire. Pourtant, les institutions dites d'appui à la démocratie sont fortement politisées et les démarches entreprises pour organiser les élections, opaques et non inclusives, n'annoncent rien de transparent, de crédible et d'apaisé. Il y a péril en la demeure. Chaque citoyen congolais est concerné et doit exiger une véritable alternance démocratique. Celle-ci ne sera possible que si et seulement si la volonté souveraine du peuple exprimée dans les urnes est respectée. Il est impératif que des équipes de monitoring, tant nationales qu'internationales, soient déployées partout sur le territoire national avant, pendant et après les élections. Alors que les églises catholiques et protestantes sont les structures les mieux organisées et répandues dans toutes les provinces du pays, et que l'écrasante majorité des bureaux de vote seront installés dans des écoles, des églises et des paroisses, il est évident que les églises auront un rôle de premier plan dans les suivis réservés aux élections et aux résultats. Cette année, nous exhortons les églises à faire usage de leur voix prophétique pour non seulement effectuer le monitoring des élections, mais de procéder aussi au comptage parallèle des résultats en vue de les divulguer en amont de ceux proclamés par la CENI. Ainsi, l'Église se lèvera et la nation se révélera grâce à une révolution démocratique. Mesdames et messieurs, en guise de conclusion, je tiens à souligner à nouveau que si de nombreux facteurs déstabilisateurs viennent de l'extérieur, ils ne sont rendus possibles que par la complicité de l'appareil politico-militaire congolais qui a sacrifié depuis des générations les intérêts du peuple et de la nation pour s'enrichir. Ce n'est qu'avec le retour de la sécurité, l'édification d'un état de droit et la consolidation d'une démocratie digne de ces noms que la RDC pourra enrayer l'économie des guerres à la base de la souffrance des communautés aussi bien à l'est qu'à l'ouest du pays et mettre fin au réseau de contrebande et des trafics liés à l'extraction et au commerce illégal des minerais. Une fois installé un cadre propice à un commerce propre et responsable, avec une traçabilité complète des lieux d'extraction dans les mines de l'Est du Congo jusqu'aux produits finis achetés par les consommateurs dans les magasins du monde entier, les Congolais et les Congolaises pourront à nouveau gagner une place digne dans le concert des nations, construire un Congo plus beau qu'avant et avancer non seulement sur les chemins de la paix durable, mais aussi
du développement endogène. Si nous gérons de manière soutenable le commerce des minerais stratégiques pour le besoin inhérent aux nouvelles technologies, Tintal, tungstène étant, le Congo pourra jeter les bases d'un partenariat gagnant-gagnant dans le cadre d'une globalisation économique responsable. Chers compatriotes, il est temps que les Congolais exploitent leurs capacités de sursaut et d'éveil patriotique. Nous ne pouvons plus sacrifier notre jeunesse en acceptant presque sous anesthésie l'inacceptable. Nous n'avons pas besoin d'un changement des narratifs, mais bien d'un changement radical des paradigmes et des gouvernances orientées sur la satisfaction de l'intérêt général et la cohésion nationale. Femmes et hommes épris de paix, de justice et de démocratie, mobilisons-nous pour un leadership fort et responsable pour reconstruire un Congo nouveau grâce à une révolution démocratique et œuvrons ensemble à l'édification d'un monde plus égalitaire, plus prospère et plus pacifique dans l'intérêt de tous les Congolais et de l'Afrique. Merci pour les actions que vous allez entreprendre pour accompagner les chemins de la paix durable et de la démocratie en République démocratique du Congo.